Tu as aimé la tequila, papa? C'est la question que mon fils Miguel m'a posée au téléphone 3 heures après me l'avoir offerte pour mon anniversaire, et ma réponse l'a laissé sans voix. Je l'ai offerte à ton beau-père, mon fils. Il l'a adorée. Je m'appelle Don Aurelio Mendoza. J'ai 73 ans et j'ai travaillé toute ma vie comme soudeur à l'usine métallurgique González, ici à Guadalajara. Pendant 40 ans, mes mains ont tenu le chalumeau qui construisait des structures, des réservoirs et des machines lourdes exportées aux États-Unis. Ces mains, qui tremblent maintenant un peu avec l'âge, étaient autrefois les plus stables de toute l'usine. Aujourd'hui, c'est mon 73e anniversaire, et je suis assis dans le salon de ma petite maison, attendant l'arrivée de ce fils qui ne me reconnaît plus comme son père, mais comme un obstacle. Le matin s'est levé gris, comme si le ciel savait que quelque chose de grave allait arriver. Je me suis levé tôt, comme toujours, à 5 heures du matin. C'est une habitude qui ne s'estompe pas après 4 décennies à me lever avant l'aube pour aller à l'usine. J'ai préparé mon café, noir et amer comme je l'aime, et je me suis assis sur la terrasse pour regarder le soleil se lever derrière les montagnes. Ma maison est petite, mais elle est à moi. Je l'ai achetée à la sueur de mon front. Peso par peso, 2 pièces, un salon modeste, une cuisine qui sent toujours le piment et les tortillas fraîches, et cette terrasse où j'ai mes plants de tomates et mes pots de fleurs que ma défunte épouse, Consuelo, a planté avant de mourir. Miguel m'avait dit qu'il passerait demain matin. Papa, j'arrive tôt pour fêter ça. J'ai une surprise qui va te plaire. Sa voix était différente au téléphone, comme quand nous étions enfants et qu'il faisait des bêtises, mais il essayait de paraître innocent. À 9 heures précises, j'ai entendu son pick-up s'arrêter devant. Une nouvelle Toyota blanche qu'il avait achetée l'année dernière, quand il avait commencé à gagner plus d'argent avec son cabinet de comptabilité. Miguel était toujours doué avec les chiffres, mais ces derniers temps, il était devenu plus doué pour d'autres choses aussi. Des choses que je n'aimais pas. Il a frappé à la porte 3 fois. Frappe, 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 comme il le faisait depuis son enfance. Papa, joyeux anniversaire. J'ai ouvert la porte et il était là. Miguel, mon aîné, 42 ans, bien habillé, avec une chemise bleu ciel que je lui avais offerte pour Noël, un jean et des chaussures noires cirées. Il souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il portait un sac. « Regarde ce que je t'ai apporté », a-t-il dit en sortant une bouteille de tequila du sac. C'était une élégante bouteille avec une étiquette dorée, une de ces bouteilles chères qu'on voit en magasin mais qu'on n'achète jamais. C'est Herradura Anejo. Papa, la meilleure tequila de Jalisco pour le meilleur papa de Jalisco. Il m'a serré dans ses bras. Une accolade rapide et maladroite, comme quand on est pressé de partir. « Merci, mon fils », dis-je en prenant la bouteille. Elle était lourde, froide, et l'étiquette brillait dans la lumière du matin. Elle est très jolie, mais tu sais que je ne bois plus beaucoup. Oh, papa, c'est ton anniversaire. Une gorgée ne te fera pas de mal. En plus, cette tequila est spéciale. Je l'ai fait apporter spécialement pour toi. Quelque chose dans sa façon de dire, spécial, m'a fait une drôle d'impression, comme quand on soude et qu'on a soudain l'impression que son masque n'est pas bien mis. Un sentiment de danger inexplicable. « Tu veux ouvrir la bouteille maintenant » demanda-t-il en regardant vers la cuisine. « Non, mon fils, il est trop tôt pour boire. Garde-la pour le déjeuner. » Je vis son visage changer l'espace d'une seconde. Une expression de déception, de colère. Ce fut très rapide, mais je la vis. « Bon, papa, fais comme tu veux. » Puis il ajouta, « Tu seras seul aujourd'hui. Personne d'autre ne viendra. Rosa sera là cet après-midi. » Et Javier a dit qu'il passerait après le travail. Pourquoi pas? Rien, juste pour demander. Il s'est installé sur le canapé, mais il avait l'air agité, comme pressé. « Papa, j'ai une question à te poser. Dis-moi, as-tu déjà fait ton testament ?» La question m'a fait l'effet d'une bombe. Non pas parce que c'était étrange d'en parler à mon âge, mais à cause de la façon dont il a posé. Directement, sans préambule, comme s'il attendait le bon moment pour aborder le sujet. « Pourquoi me demandes-tu ça le jour de mon anniversaire, Miguel ?» Eh bien, Patricia et moi pensons nous marier bientôt. Et tu sais, il faut planifier l'avenir. Elle dit qu'il est important pour les familles que tout soit en ordre. Patricia, sa petite amie depuis 8 mois, est une jolie femme, infirmière à l'hôpital civil, mais elle me regardait toujours comme si je calculais quelque chose, comme si c'était un problème qu'elle devait résoudre. Mon testament est en ordre, lui ai-je dit. Tout est partagé équitablement entre vous 3. La maison, mes économies, tout. Et combien as-tu économisé, papa? Enfin, pour voir si c'est suffisant pour tes dépenses. C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Miguel ne m'avait jamais posé de questions aussi directes sur mon argent.
Il avait toujours été respectueux de ce genre de choses. J'ai assez pour vivre en paix. Miguel, ne t'inquiète pas pour ça. Il resta silencieux un instant, les yeux fixés sur la bouteille de tequila que j'avais posée sur la table basse. Papa, tu sais quoi? Tu ferais mieux de l'ouvrir. Un petit toast à ton anniversaire. Bref, me voilà. Encore cette étrange insistance, comme s'il était très important pour lui que je boive à cette bouteille. Miguel, il est 9h30 du matin. Oh, papa, c'est ton anniversaire. Et puis, tu n'es plus si jeune. Il faut profiter de chaque instant. Tu ne trouves pas? Sa façon de dire « tu n'es plus si jeune » me parut étrange, comme une menace déguisée en plaisanterie. Je me levai et allai à la cuisine prendre 2 shots de tequila. En la sortant du placard, je sentis son regard suivre chacun de mes mouvements. À mon retour, il avait déjà ouvert la bouteille. « Je vais servir, papa. Détends-toi. » Il versa 2 shots. Le mien était un peu plus plein que le sien. « Santé, papa. À de nombreuses années à venir. » Nous levâmes nos verres. J'allais boire quand j'entendis frapper à la porte. « Tu attends quelqu'un » demanda Miguel, l'air un peu confus. « Non » répondis-je en posant mon verre sur la table. « Je vais voir qui c'est. » C'était don Fernando, le père de Patricia, un homme plus âgé que moi qui travaillait comme mécanicien dans un garage près du marché. « Don Aurelio, joyeux anniversaire. Je suis venu de la part de ma fille Patricia. Elle m'a chargé d'apporter ce gâteau pour sa fête. » Don Fernando était un homme bien. Je l'avais toujours apprécié depuis que je l'avais rencontré quelques mois auparavant. Comme c'est gentil. Entrez, don Fernando. Miguel est là. En entrant dans le salon, j'ai vu le visage de Miguel. Il était devenu pâle, comme s'il avait vu un fantôme. « Bonjour, Miguel » a salué don Fernando. « Bonjour, beau-père » a répondu Miguel d'une voix étrange. « Regardez, don Fernando, ai-je dit. Miguel m'a apporté cette bouteille de tequila. Voulez-vous un verre ?» Et c'est là que tout a basculé. Don Fernando a vu la bouteille et a souri. « Allez, Herradura Anejo, elle est bonne. Voyons s'il me paie un verre. » Miguel s'est arrêté brusquement. « Non, cette bouteille est spéciale. Papa, je l'ai apportée spécialement pour toi. » Mais j'étais déjà en train de servir un verre à don Fernando. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Quelque chose en moi me le disait. Après avoir dit cela à Miguel, le silence au téléphone a été si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. Quand il parla enfin, sa voix était différente, comme si quelque chose en lui s'était brisé. « Quoi? Que as-tu dit, papa? » « Que j'avais donné la tequila à don Fernando, répétai-je, ne comprenant pas pourquoi il semblait si contrarié. Il est venu me féliciter ce matin et, tu sais, c'est poli de partager un si beau cadeau. « Non, 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 marmonna Miguel. Ouais, il a déjà bu. »« Bien sûr, fiston. Nous avons bu quelques verres ensemble. Cette tequila que tu m'as offerte est vraiment bonne. » Don Fernando dit, même qu'il n'en avait jamais bu d'aussi douce. Ce qui suivit fut quelque chose que je n'oublierai jamais. Miguel se mit à hurler comme un fou désespéré. Ce n'étaient pas des mots, c'était le hurlement d'un animal blessé, comme si quelque chose en lui avait été arraché. « Non, papa, non. Combien a-t-il bu? Combien ?» Son cri était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Miguel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fou? Pourquoi cries-tu comme ça? Dis-moi ce que don Fernando a fait. » Son désespoir était si réel, si cru, que j'ai commencé à avoir une horrible sensation au ventre, comme quand on soude et que soudain le métal craque et qu'on sait que quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Il a bu, genre 3 verres. Miguel, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette tequila? Un autre silence. Mais celui-là était différent. C'était le silence de quelqu'un qui vient de réaliser que tout est parti en fumée, et que je me disais, qu'est-ce que je fais, Miguel? Qu'est-ce que tu fous? Tu me parles 1 minute? Et puis ce salaud m'a raccroché au nez. Je suis resté là, dans la cuisine, téléphone à la main, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mon fils, arrivé ce matin-là souriant avec son cadeau d'anniversaire, venait de faire une crise de panique parce que je lui avais dit que j'avais partagé sa tequila avec don Fernando. La bouteille était là, sur la table, à moitié vide, élégante, dorée, avec cette étiquette brillante, mais maintenant j'avais peur de la regarder. J'ai composé le numéro de don Fernando. Je devais m'assurer qu'il allait bien. Bon, don Fernando, voici Aurelio. Comment vous sentez-vous? Vous allez bien. Oh, don Aurelio, à vrai dire, je me sens un peu malade. J'ai mal au ventre depuis que j'ai quitté votre maison.
Je pensais que c'était parce que j'avais mangé quelque chose de lourd au petit déjeuner, mais maintenant que vous me posez la question, mon sang se glace. Que ressent don Fernando exactement? Nausées, vertige, comme si j'avais de la fièvre. Et j'ai très mal à la tête. Ma fille, Patricia, me donne du thé à la menthe, mais ça ne passe pas. Don Fernando, où êtes-vous maintenant? Chez moi. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Allez à l'hôpital immédiatement. Demandez à Patricia de vous conduire à l'hôpital civil. Dites-lui que c'est peut-être un empoisonnement. Un empoisonnement? De quoi parlez-vous, don Aurelio? Je vous expliquerai plus tard. Allez à l'hôpital immédiatement. Ne perdez pas de temps. J'ai raccroché et me suis assis sur la chaise de la cuisine. Mes mains tremblaient, mais pas à cause de l'âge, ni de la colère, ni de la rage qui me montait à la gorge. Mon fils, mon propre fils, avait essayé de m'empoisonner, et le pire, c'est que je comprenais pourquoi. Les questions sur le testament, sur mes économies, sur le fait de savoir si je serais seul, la hâte de me faire prendre la tequila, la panique sur son visage à l'arrivée de don Fernando. Tout prenait sens. Maintenant, Miguel voulait me tuer, moi, son propre père. Je me suis levé et suis allé aux toilettes. Je me suis regardé dans le miroir, 73 ans, mais toujours fort, toujours prêt à me battre. Et maintenant, j'avais une guerre à mener. Je suis retourné à la cuisine et j'ai pris la bouteille de tequila. Je l'ai senti. Ça n'avait pas d'odeur étrange, mais ça ne voulait rien dire. Il y a des poisons qui n'ont ni odeur ni goût. Le téléphone a sonné. C'était encore Miguel. « Papa, dis-moi comment. Comment tu te sens bien? Pourquoi je ne me sentirais pas bien? Miguel? Non, ce n'est rien. Je voulais juste savoir si tu as besoin de quelque chose. Ce qu'il me faut, dis-je lentement, c'est que tu m'expliques pourquoi tu as paniqué quand je t'ai dit que j'avais donné la tequila à don Fernando. Je n'ai pas paniqué. Papa, j'étais juste surpris. Miguel, je ne suis pas. Il y a quelque chose avec cette tequila. Quelque chose qui ne va pas. Arrête de dire des bêtises. Papa, tu te fais des idées. J'ai des idées. Don Fernando est malade. Il se sent mal depuis qu'il a bu ta tequila. Et tu as paniqué quand je te l'ai dit. Encore un long silence. Papa, je ferais mieux d'aller là-bas. Il faut qu'on parle. Non, lui ai-je. Dis, tu ne viens pas chez moi, je vais chez toi. Pourquoi faire? Pour que tu m'expliques ce que tu as mis dans la tequila que tu m'as offerte pour mon anniversaire. Et j'ai raccroché. Je me suis changé. J'ai mis mon beau pantalon, ma chemise blanche, mes bottes de travail. Si je devais affronter mon fils, j'allais m'habiller comme l'homme que je suis. Avant de partir, j'ai appelé Rosa. Papa, comment vas-tu? Miguel est là. Rosa, j'ai besoin que tu viennes chez moi tout de suite. Il se passe quelque chose de très grave. Que s'est-il passé? Non, au téléphone. Viens et amène Javier avec toi. Papa, tu me fais peur? Tu dois avoir peur? Mija, ton frère Miguel vient d'essayer de me tuer. Étant Eliona, le silence de Rosa était différent de celui de Miguel. C'était le silence de quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose d'incroyable. Que as-tu dit? Que as-tu entendu? Miguel m'a apporté une bouteille de tequila empoisonnée pour mon anniversaire. Dieu merci, je l'ai offerte à don Fernando et je ne l'ai pas bu moi-même. Papa, c'est impossible. Dans 1 heure, je te le prouverai. Viens à la maison. Rosa. Oui, prends ton téléphone avec appareil photo. On va avoir besoin de preuves de ce qui va se passer. J'ai raccroché. J'ai pris les clés de mon vieux pick-up et je suis parti chez Miguel. Il était temps pour mon fils et moi d'avoir une conversation très sérieuse, une conversation qui allait tout changer à jamais. La maison de Miguel se trouvait dans un nouveau quartier, un de ces quartiers où toutes les maisons se ressemblent et ont de parfaits petits jardins. En arrivant, j'ai vu son pick-up Toyota dans l'allée. Mais il y avait aussi une autre voiture que je n'ai pas reconnue, une vieille Jeep blanche immatriculée dans le Jalisco. J'ai garé mon pick-up devant chez lui et je suis resté assis là un moment, à respirer profondément. 42 ans. Ce salaud avait vécu 42 ans. Et j'avais travaillé chaque jour de ces 42 ans pour lui offrir le meilleur, pour qu'il puisse étudier, pour qu'il ait des vêtements propres, des chaussures neuves, des fournitures scolaires, pour qu'il réussisse sa vie. Et c'est ainsi qu'il m'a remercié, en essayant de me tuer. J'ai frappé fort à la porte, 3 coups secs qui ont résonné dans tout le pâté de maison. Miguel a ouvert, mais ce n'était pas le même homme qui était venu chez moi ce matin-là. Son visage était tiré, ses yeux rouges et ses mains tremblaient. « Papa, écarte-toi » dis-je en le poussant doucement mais fermement. « On va parler à l'intérieur ?» Je suis entré dans son salon. Il était joli, avec des meubles neufs, une grande télévision. Tout était bien rangé, les meubles qu'il avait achetés avec l'argent qu'il gagnait comme comptable, un travail honnête que je lui payais de ma sueur. Mais là,
Assise sur le canapé, il y avait elle, Patricia, l'infirmière, la petite amie, la complice, et à côté d'elle, un homme que je ne connaissais pas. Maigre, aux cheveux noirs, avec un visage de souris. Il avait une trousse médicale à ses pieds. « Bonjour, dis-je en regardant d'abord Patricia, puis l'inconnu. Qui êtes-vous dans cette histoire ?» Patricia était pâle, nerveuse. Elle se leva du canapé comme sur des ressorts. « Don Aurelio, moi ? Non. Asseyez-vous, dis-je. Vous allez entendre ce que j'ai à dire, vous aussi. » L'homme maigre me tendit la main. « Enchanté, je suis le docteur Amiret. Je suis un ami de Patricia. » Je ne lui ai pas serré la main. « Médecin de quoi ? Généraliste. Je travaille dans une clinique privée. » C'est là que j'ai compris le plan. Miguel, Patricia l'infirmière et ce médecin. Tous les trois ensemble. Un complot parfait pour tuer un vieux grincheux. « Miguel, ai-je dit sans quitter le médecin des yeux, explique-moi ce que tu as bien pu mettre dans ce tequila. » Miguel s'est assis sur une chaise loin de moi, comme s'il avait peur que je le frappe. Et il avait peut-être raison d'avoir peur. « Papa, je peux tout expliquer. »« Enfin, explique-moi. J'ai tout mon temps. » Miguel a regardé Patricia, puis le médecin, puis moi. « C'était juste pour que tu t'endormes, papa. Rien de plus. Pour que je m'endorme. Oui, pour que tu dormes profondément. » « Et quoi, Miguel ?» Le médecin s'est éclairci. « La gorge. Don Aurelio, laisse-moi t'expliquer. Ce que votre fils a mis dans la tequila était un sédatif très puissant. Du pentobarbital sodique. À petite dose, il provoque un sommeil profond. À forte dose, il tue. J'ai terminé. Exactement. » Je me suis approché du médecin jusqu'à me retrouver juste devant lui, tout près. « Et quelle quantité ont-ils mis dans ma tequila, docteur ?» Le médecin a avalé. La dose qu'on lui a donnée était mortelle. Don Aurelio. Patricia s'est mise à pleurer. Un faux cri de crocodile. « Don Aurelio, on ne voulait pas vous faire de mal. C'est juste que vous étiez sur mon chemin, que vous vouliez mon argent, que vous avez pensé que je devais mourir pour que vous puissiez hériter. » Miguel s'est arrêté brusquement. « Ce n'était pas une question d'argent. Papa. »« Oh non. Alors pourquoi ? Parce que vous n'avez plus de qualité de vie. Vous vivez seul, vous êtes triste depuis la mort de maman. Vous ne faites plus rien de productif. » Je l'ai giflé si fort que toute la maison a pu l'entendre. Une gifle sèche, dure, de ces gifles qui laissent des traces. Miguel toucha sa joue, surpris. « Je décide quand ma vie n'a plus de qualité. Je décide quand je veux mourir. »« Non, toi ?» Patricia continuait à pleurer. « Don Aurelio, comprends-nous. Miguel m'a dit que tu souffrais beaucoup, que tu étais déprimé, que parfois tu disais vouloir mourir. Quand ai-je dit ça, Miguel ? Quand ? » Miguel ne m'a pas répondu. Je ne pouvais pas répondre parce que c'était un mensonge. Et même si je l'avais dit, j'ai continué. Ça ne leur donne pas le droit de me tuer. Si je veux mourir, je me tuerai. Je n'ai pas besoin de mon fils pour m'aider. Le médecin ouvrit sa valise et en sortit une petite bouteille. Regardez, Don Aurelio, c'est la bouteille de pentobarbital que nous avons utilisée. Elle est presque vide. Nous avons mis 15 millilitres dans la tequila. Cette dose aurait provoqué un arrêt respiratoire en moins de 2 heures. Je lui ai pris la bouteille des mains. Et Don Fernando, a-t-il eu un arrêt respiratoire ? Eh bien, il n'a bu que 3 verres. Il va probablement se sentir très mal. Il va avoir des nausées, des vertiges, peut-être de légères convulsions. Mais s'il l'emmène à l'hôpital à temps, il y est déjà. Je les ai interrompus. Et quand les médecins feront les analyses, ils trouveront du pentobarbital dans son sang. Ils poseront des questions et appelleront la police. Ils sont restés silencieux tous les trois, comme s'ils n'avaient pas envisagé cette possibilité. Ils voulaient me tuer et n'avaient même pas pensé aux conséquences. Sais-tu ce qui me fait le plus mal ? Ai-je demandé en arpentant la pièce comme un lion en cage. Ce n'est pas qu'ils voulaient me tuer. Je le comprends soudain. Il y a des gens vraiment méchants dans ce monde. Je me suis arrêté devant Miguel. Ce qui me fait mal, c'est que c'était toi, mon fils, le garçon à qui j'ai appris à faire du vélo. Le garçon qui pleurait parce qu'il s'était blessé et que je lui ai donné de l'alcool et du coton. Le garçon qui m'a dit, « Quand je serai grand, je veux être comme toi, papa. » Miguel s'est mis à pleurer, mais je n'avais plus pitié de lui. Le garçon que j'ai soutenu quand j'étais au chômage, celui à qui j'ai payé mes études en vendant mes outils de travail, celui à qui j'ai prêté de l'argent pour monter son entreprise. Patricia a essayé de parler. « Don Aurelio, non, tais-toi, lui ai-je crié. Tu n'as rien à dire. Tu n'es pas de la famille. Tu es juste une femme égoïste qui a convaincu mon fils de me tuer. » Je me suis assise en face d'eux.
Maintenant, ils vont m'expliquer tout le plan depuis le début, comment ils allaient expliquer ma mort, ce qu'ils allaient dire quand ils me trouveraient morte. Le médecin a parlé d'une voix tremblante. Nous allions dire que tu avais bu toute la bouteille de tequila, que c'était un accident, une cuite qui avait dérapé. Et où allais-tu être quand ça arriverait? Miguel allait venir te voir le soir. Il allait te trouver déjà morte. Et après mes funérailles, quoi? Allais-tu épouser mon argent? Miguel hocha la tête en pleurant. On avait des dettes. Papa, les affaires vont mal. Patricia doit subvenir aux besoins de son père. On avait besoin de lui, ils avaient. Besoin de ma mort? Oui. Et Rosa et Javier allaient être tués aussi. Non, non, juste toi. Ils allaient hériter de leur part. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu, papa? Appelez la police. Ils se sont levés tous les trois, effrayés. Papa, on n'est plus de la famille. Je me suis tourné vers Miguel une dernière fois. Non, Miguel, on n'est plus de la famille. Les enfants ne tuent pas leurs parents, et les parents ne pardonnent pas aux enfants qui essaient de les tuer. J'ai quitté la maison et me suis dirigé vers mon camion. Derrière moi, j'ai entendu Patricia crier. Le médecin parlait de leur fuite. Miguel pleurait comme un enfant. Mais j'avais déjà pris ma décision. Ça ne durerait pas. En rentrant, Rosa et Javier m'attendaient déjà. Je les ai vus de loin, assis sur les chaises de la terrasse, parlant à voix basse. Rosa avait l'air inquiète et Javier, perplexe, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je les avais appelés si instamment. Quand je suis descendu du camion, ils se sont tous les deux levés et sont venus vers moi. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Rosa. « Tu nous fais très peur avec cet appel. »« Assieds-toi, » ai-je dit en désignant la table du patio. « Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire, mais c'est la vérité absolue. » Javier m'a regardé avec ce regard qu'il avait depuis son enfance, quand il savait que quelque chose n'allait pas. « Où est Miguel? Tu as dit qu'il serait là aussi. Miguel ne viendra pas. C'est Miguel le problème. » J'ai posé la bouteille de tequila sur la table. Rosa l'a regardée d'un air étrange. « Elle est très jolie. C'est Miguel qui te l'a donnée? »« Oui, il me l'a donnée, mais pas pour fêter mon anniversaire. Il me l'a donnée pour me tuer. » Le silence qui a suivi était si pesant qu'on aurait pu le couper au couteau. Rosa et Javier se sont regardés. Puis ils m'ont regardé comme s'ils attendaient que je leur dise que c'était une blague. « Papa, dis lentement Javier. Qu'est-ce que tu racontes ?» Je dis que son frère Miguel, avec sa petite amie Patricia et un médecin nommé Ramirez, ont mis du poison dans ce tequila pour me tuer. Du pentobarbital sodique, comme on dit, une dose qui m'aurait tué en 2 heures. Rosa se couvrit la bouche avec les mains. « C'est impossible. Papa, Miguel ne ferait jamais une chose pareille. Miguel ne ferait pas ça comme ça. Il l'a déjà fait. La seule chose qui l'a sauvé du meurtre, c'est que j'ai donné la tequila à Don Fernando au lieu de la boire moi-même. Moi, Don Fernando, je l'ai bu, demanda Javier, alarmé. 3 verres, et maintenant, il est à l'hôpital parce qu'il se sentait mal. Quand ils feront les analyses, ils trouveront le poison dans son sang. Rosa se mit à pleurer. Pas les faux pleurs de Patricia, mais les vrais pleurs d'une fille qui vient de découvrir que son frère aîné est un criminel. Mais pourquoi? Pourquoi Miguel ferait-il une chose pareille? Pour l'argent? Pour l'héritage? Parce qu'il est endetté et qu'il pense que je ne vaux plus rien. Javier a attrapé la bouteille et l'a sentie. Et comment sais-tu qu'il y a du poison dedans? Parce que je suis allé chez lui pour le confronter, et lui, Patricia et le médecin m'ont tout avoué. Ils m'ont dit qu'ils avaient mis 15 millilitres de pentobarbital. Ils m'ont dit que c'était une dose mortelle. Ils m'ont dit que le plan était que Miguel me trouve morte la nuit et disent que c'était un accident. Rosa plairait encore plus fort. Je n'arrive pas à y croire. Miguel a toujours été le plus responsable de nous trois. Celui qui t'a le plus aidé. Ce Miguel n'existe plus, ma fille. Le Miguel que nous connaissions est mort quand il a décidé de me tuer. Javier s'est levé et s'est mis à tourner en rond, comme il le faisait toujours quand il était très en colère. Et qu'allons-nous faire? As-tu appelé la police? Pas encore. Je voulais te parler d'abord. Je voulais que tu saches la vérité avant que ça ne tourne au scandale. Il doit aller en prison. Dis Javier, debout devant moi. Papa, Miguel a essayé de te tuer. C'est une tentative de meurtre. Il ne peut pas rester comme ça. Rosa cessa de pleurer un instant. Mais Javier est-il notre frère? Non, répondis-je. Ce n'est plus notre frère. Les frères ne s'entretuent pas. Les enfants ne tuent pas leurs parents. Mais tu es en sécurité. Papa, insista Rosa. Es-tu absolument sûr que Miguel voulait te tuer?
Je sortis mon téléphone et leur passai l'enregistrement de Miguel me criant dessus avec désespoir après que je lui ai dit que j'avais donné la tequila à Don Fernando. Les cris, le désespoir, la panique dans sa voix. Quand l'enregistrement se termina, Rosa se tut. Ce cri ne vient pas de quelqu'un qui s'inquiète pour son père, murmura-t-elle. Ce cri vient de quelqu'un qui sait que son plan est ruiné. Exactement. Et quand je me rendis chez lui, il me le confirma en détail. Javier se rassit, et Patricia était également impliquée. C'est Patricia qui a reçu le poison. C'est une infirmière, elle a accès aux médicaments, et c'est le docteur Ramirez qui leur a indiqué la dose à utiliser. Fils de leur mère, murmura Javier. Désolé, papa, mais je n'ai pas d'autre mot. Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Je pense à des choses bien pires. Rosa me prit la main. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut appeler la police, porter plainte et laisser la justice suivre son cours. Mais es-tu prêt à ça? Demanda Javier. Dénoncer ton propre fils, le voir être emmené menotté, aller au tribunal, témoigner contre lui. J'ai réfléchi un instant. C'était une bonne question. Étais-je prêt à voir Miguel en prison? Étais-je prêt à ce que tout Guadalajara sache que mon fils avait tenté de me tuer? Oui, ai-je fini par dire. Je suis prêt, car si je ne le fais pas, Miguel va retenter sa chance, et la prochaine fois, je n'aurai peut-être pas cette chance. Rosa hocha la tête. Tu as raison, papa. S'il a été capable de faire ça une fois, il est capable de le refaire. De plus, ai-je ajouté, Don Fernando est à l'hôpital à cause de Miguel. Cet homme aurait pu mourir en buvant ma tequila empoisonnée, et même s'il se rétablit, il aura des séquelles. Les médecins m'ont dit que le pentobarbital peut causer des lésions neurologiques. As-tu déjà parlé à Don Fernando? Demanda Javier. Je lui ai parlé avant d'aller chez Miguel. Il était très mal en point. Sa fille l'a emmené à l'hôpital civil. Quand les médecins auront fait les analyses et trouvé le poison, ils rédigeront un rapport et enquêteront sur sa provenance. Et si Miguel s'enfuit? Demanda Rosa. Il ne s'enfuira pas. Il est trop lâche pour s'enfuir. D'ailleurs, où ira-t-il? Il n'a pas assez d'argent. C'est pour ça qu'il a voulu me tuer. Javier se releva. Bon, allons voir la police tout de suite. Attends, dis-je avant de partir, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. Quoi? J'ai besoin que Rosa enregistre tout ce que je vais dire. Une déclaration complète, du début à la fin, au cas où il m'arriverait quelque chose. Rosa m'a regardé, effrayée. Pourquoi dis-tu ça, papa? Parce que Miguel a déjà essayé de me tuer une fois. Et les gens comme lui, quand ils se sentent acculés, peuvent tout faire. Tu crois qu'il va te faire du mal? Je ne sais pas, mais il vaut mieux être préparé. Rosa a sorti son téléphone. Ok, papa, je vais tout enregistrer. Et Javier, continue. Je veux que tu apportes cette bouteille au laboratoire médico-légal pour qu'ils puissent analyser ce qu'elle contient exactement. Il nous faut des preuves scientifiques. Mais la police n'est pas censée faire ça. Oui, mais je veux avoir mes propres preuves, au cas où. Rosa avait déjà son téléphone prêt. J'ai commencé à enregistrer. Oui, mais d'abord, laisse-moi te dire autre chose. Je les ai regardés tous les deux. Mes deux bons fils, ceux qui ne m'avaient jamais causé d'ennui, ceux qui m'avaient toujours respecté, ceux qui n'avaient jamais pensé à me faire du mal. Quoi qu'il arrive à Miguel, vous serez toujours mes fils. Et vous hériterez de tout ce que j'ai, comme prévu. Papa, n'en parle pas maintenant, dit Rosa. Oui, il faut en parler, car Miguel n'héritera plus de rien. Un fils qui tente de tuer son père ne mérite aucun héritage. As-tu déjà modifié le testament? Demanda Javier. Demain, je le modifierai. Aujourd'hui, nous porterons plainte. Demain, je réglerai les formalités administratives. D'accord, papa, dit Rosa. Comme tu le décides. Maintenant, commence l'enregistrement, car la guerre va être très longue. Et nous aurons besoin de toutes les preuves possibles. Le commissariat sentait le café bon marché et la cigarette. C'était un vieux bâtiment aux murs jaunis par le temps et aux ventilateurs de plafond qui faisait plus de bruit que d'air. Quand Rosa, Javier et moi sommes entrés, l'agent de service nous a regardés comme si nous étions trois fous venus signaler que des extraterrestres avaient volé notre télévision. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda l'agent. Un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 25 ans. « Je suis ici pour porter plainte pour tentative de meurtre », ai-je dit en posant la bouteille de tequila sur son bureau. Le jeune homme s'est redressé sur sa chaise. « Tentative de meurtre. Contre qui? Contre moi. Mon fils a essayé de me tuer avec cette bouteille empoisonnée. Voyons voir, voyons, lentement. Assieds-toi et raconte-moi tout depuis le début. » Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique inconfortables.
Je lui ai raconté toute l'histoire, de l'arrivée de Miguel le matin jusqu'à la confrontation chez lui. L'officier prenait des notes sur du papier jaune, s'arrêtant de temps en temps pour me demander des détails. « Et avez-vous la preuve que la tequila est empoisonnée » a-t-il demandé. Don Fernando Vasquez est hospitalisé à l'hôpital civil. Il a bu 3 verres de cette tequila et est tombé gravement malade. Les médecins vont lui faire des examens. Et où est votre fils maintenant? Chez lui, dans le quartier des Jardines de la Cruz, rue Yacaranda, numéro 247. L'officier a noté l'adresse. Il est armé? Pas à ma connaissance. C'est un comptable? Pas un criminel. Enfin, il n'était pas un criminel jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vais appeler le commandant pour recueillir sa déposition officielle. Le commandant était un homme d'un certain âge, à la moustache grise et au visage renfrogné. Il s'appelait Rodriguez et il avait rencontré mon frère lorsqu'il travaillait à l'usine métallurgique. Aurelio Mendoza, le frère de Raúl Mendoza, le même commandant. Son frère était un homme bien. Nous avons travaillé ensemble il y a des années sur une affaire de vol à l'usine. Il s'est installé dans son fauteuil et m'a regardé sérieusement. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » J'ai répété toute l'histoire, cette fois avec plus de détails. Je lui ai montré la bouteille. Je lui ai fait écouter l'enregistrement des cris de Miguel et lui ai donné l'adresse de la maison où il se trouvait. « Et vous êtes sûr de vouloir continuer » m'a demandé le commandant. « C'est votre fils. Une fois le rapport déposé, il n'y aura plus de retour en arrière. »« Commandant, mon fils a essayé de me tuer. Si je ne porte pas plainte, quel message lui envoie-je? Qu'il pourrait réessayer? Vous avez raison, officier. Hernandez va chercher Miguel Mendoza, prend une voiture de patrouille et 2 agents. Vous êtes peut-être désespéré. Vont-ils l'arrêter? Demanda Rosa. Nous allons d'abord l'emmener pour un interrogatoire. S'il avoue, nous l'arrêtons. S'il n'avoue pas, nous attendons les résultats du laboratoire. Combien de temps cela prend-il? Demanda Ravière. Ça dépend. Si c'est urgent, 2 jours. Si ce n'est pas urgent, 1 semaine. C'est urgent, lui ai-je dit. Il y a un homme à l'hôpital à cause de ça. Le commandant hocha la tête. Je vais appeler l'hôpital civil pour confirmer l'admission de Don Fernando. Pendant que le commandant passait l'appel, un officier nous a emmenés dans une petite pièce pour recueillir nos dépositions officielles. J'ai d'abord déclaré, puis Rosa, puis Ravière. Tout était écrit sur du papier officiel, avec tampon et signature. Quand nous avons terminé, 3 heures s'étaient déjà écoulées. Le commandant est revenu, l'air sérieux. « Aurelio, j'ai parlé au médecin qui soigne Don Fernando. Il confirme qu'il est arrivé avec des symptômes d'empoisonnement. Ils ont déjà fait une prise de sang. Analyse. Comment ça se passe? Stable, mais sérieux. Il a un système nerveux affecté. Le médecin dit qu'il s'agissait d'une très forte dose d'un sédatif. Je sais qu'il a la gorge nouée. Don Fernando était un homme bon. Travailleur, honnête et maintenant j'étais à l'hôpital à cause de mon fils. Et Miguel, est-ce qu'ils l'ont déjà amené? C'est là que réside le problème. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, il n'était pas là. Des voisins racontent avoir vu son camion partir très rapidement vers 18 heures. Il s'est enfui. Cela semble être le cas, mais nous avons déjà sa description et les plaques d'immatriculation de son camion. Cela n'ira pas loin. Rosa m'a attrapé le bras. « Papa, si Miguel s'est enfui, c'est parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Bien sûr qu'il le sait. C'est pourquoi il s'est enfui. » Le commandant était assis devant nous. « Aurelio, ça a déjà tout changé. Il ne s'agit plus seulement de tentative d'homicide, mais désormais aussi d'évasion. Cela va devenir plus sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que lorsque nous l'attraperons, il ne s'en sortira pas facilement. Un juge ne va pas accorder une libération conditionnelle à quelqu'un qui a déjà fui une fois. Mieux, dire Ravière pour qu'il ne puisse plus essayer de blesser papa. Et Patricia et le médecin. Ai-je demandé? J'ai déjà envoyé une patrouille pour eux aussi. Nous allons retrouver Patricia chez elle ou à l'hôpital où vous travaillez. Nous recherchons le médecin de la clinique où il travaille. C'est alors que l'agent Hernandez est entré, en sueur et agité. « Commandant, nous avons trouvé Patricia Vasquez chez elle. Il est dehors dans la voiture de patrouille et le médecin n'est pas à la clinique. Ses collègues disent qu'il est parti tôt et n'est pas revenu. Encore un qui s'est échappé. Amenez-moi Patricia. » 5 minutes plus tard, ils sont entrés avec Patricia menottée. Elle était pâle, effrayée et pleurait. Quand il m'a vu, il a baissé les yeux. Patricia Vasquez, le commandant lui a dit. Elle est accusée de complot en vue de tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence et d'avoir un avocat. Je ne voulais rien faire de mal,
murmura Patricia. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Je lui ai demandé. Patricia m'a regardé avec les yeux larmoyants. Don Aurelio, Miguel m'a dit que tu souffrais beaucoup, que tu voulais mourir, que c'était un acte d'amour d'aider un menteur, lui cria Rosa. Mon père n'a jamais dit qu'il voulait mourir. C'est vrai, insista Patricia. Miguel m'a dit plusieurs fois que tu pleurais pour sa femme, qui ne mangeait pas bien, qui était déprimée. Même si cela était vrai, est intervenu le commandant, cela ne justifie pas son empoisonnement. Si un malade veut mourir, il se suicide tout seul. Il n'a pas besoin d'aide. Et où est Miguel? J'ai demandé à Patricia. Je ne sais pas. Quand tu as quitté la maison, Miguel est devenu fou. Il a dit qu'il fallait fuir, qu'ils allaient nous mettre en prison. Je lui ai dit non, que nous ferions mieux d'en assumer les conséquences. Mais il a attrapé sa valise et est parti. Où est-il allé? Il ne me l'a pas dit, il a juste dit qu'il devait disparaître pendant un moment. Le commandant la regarda. Patricia, si vous collaborez avec nous, le juge en tiendra compte. Si tu nous dis là où se trouve Miguel, les choses seront peut-être plus faciles pour vous. Patricia resta silencieuse un moment en pensant. Miguel a un cousin à Tijuana, il s'appelle Roberto, mais on l'appelle Tchèque, il habite dans le quartier Libertad. Miguel a toujours dit que si un jour il avait des problèmes, il irait avec le Tchèque. Vous avez l'adresse exacte, n'est-ce pas? Mais je sais que ça fonctionne dans un atelier de mécanique appelé El Guerrero. C'est sur l'avenue Révolution. Le commandant a tout écrit dans son cahier. Agent Hernandez, contactez la police de Tijuana et demandez-leur de rechercher Miguel Mendoza dans cette zone. Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? A demandé Patricia. Vous êtes arrêté. Demain, nous le présenterons devant le juge. Lorsqu'ils ont emmené Patricia menottée, je suis resté assis là à observer tous les mouvements au commandement. La police va et vient, les téléphones sonnent, les machines à écrire font du bruit. Tout ça à cause de mon fils. Papa, m'a dit Rosa, rentrons à la maison. Nous avons déjà fait ce que nous devions faire. Oui, a ajouté Ravière. Demain, nous continuons avec ça. Je me suis levé de la chaise. Commandant, allez-vous me faire savoir quand ils trouveront Miguel? Bien sûr, Aurelio, et ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons. Ceux qui s'échappent font toujours des erreurs. Quand nous avons quitté le quartier général, il faisait déjà nuit. Guadalajara avait l'air différente, comme si elle avait changé pendant ces heures que nous avons passées à l'intérieur. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé. Il n'était plus le même homme qui s'était réveillé ce matin-là en attendant un message d'anniversaire. C'était désormais un homme qui avait dénoncé son propre fils pour tentative de meurtre. La préfecture de police sentait le café bon marché et les cigarettes. C'était un vieux bâtiment avec des murs jaunis par le temps et des ventilateurs de plafond qui faisaient plus de bruit que d'air. Lorsque Rosa Ravière et moi sommes entrés, l'officier de service nous a regardés comme si nous étions trois fous venus signaler que les extraterrestres avaient volé notre télévision. « Comment puis-je vous aider » a demandé l'officier, un jeune garçon qui ne devait pas avoir plus de 25 ans. « Je viens porter plainte pour tentative de meurtre », lui dis-je en posant la bouteille de tequila sur son bureau. Le garçon se redressa sur sa chaise. « Tentative de meurtre. Contre qui? Contre moi. Mon fils a essayé de me tuer avec cette bouteille empoisonnée. Voyons, doucement. Assieds-toi et raconte-moi tout depuis le début. » Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique inconfortables. Je lui ai raconté toute l'histoire. Depuis l'arrivée de Miguel le matin jusqu'à la confrontation chez lui, le policier prenait des notes sur un morceau de papier jaune, s'arrêtant de temps en temps pour me demander des détails. « Et avez-vous la preuve que la tequila est empoisonnée ?» Il m'a demandé. « Don Fernando Vasquez. Il est admis à l'hôpital civil. Il a bu 3 verres de cette tequila et est tombé très malade. Les médecins vont faire des tests. Et où est ton fils maintenant? Dans sa maison, dans le quartier Jardine de la Cruz, rue Yacaranda, numéro 247. Le policier a noté l'adresse. Il est armé. Pas à ma connaissance. C'est un comptable, pas un criminel. Eh bien, il n'était pas un criminel jusqu'à aujourd'hui. C'est beau. Je vais appeler le commandant pour prendre votre déclaration officielle. Le commandant était un homme plus âgé avec une moustache grise et un visage hostile. Il s'appelait Rodriguez, il avait rencontré mon frère lorsqu'il travaillait dans l'entreprise métallurgique. Aurelio Mendoza, le frère de Raúl Mendoza, le même commandant. Son frère était un homme bon. Nous avons travaillé ensemble il y a des années sur une affaire de vol d'usine. Il s'est assis sur sa chaise et m'a regardé sérieusement. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Je lui ai raconté à nouveau toute l'histoire, cette fois avec plus de détails. Je lui ai montré la bouteille, j'ai mis l'audio de Miguel en criant. Je lui ai donné l'adresse de la maison où j'étais.
Et êtes-vous sûr de vouloir continuer? M'a demandé le commandant. C'est ton fils. Une fois la plainte déposée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Commandant, mon fils a essayé de me tuer. Si je ne porte pas plainte, quel message est-ce que je vous donne? Qu'il peut réessayer? Vous avez raison. Officier Hernandez, optez pour Miguel Mendoza. Prenez la patrouille et 2 autres éléments. Vous êtes peut-être désespéré. Ils vont l'arrêter. Demanda Rosa. Nous allons d'abord l'amener pour l'interroger. S'il avoue, nous l'arrêtons. S'il n'avoue pas, on attend les résultats du laboratoire. Combien de temps prennent ces résultats? Demanda Ravière. Cela dépend. En cas d'urgence, 2 jours. Si ce n'est pas urgent, 1 semaine. C'est urgent, lui ai-je dit. Il y a un homme à l'hôpital à cause de ça. Le commandant hocha la tête. Je vais appeler l'hôpital civil pour confirmer l'admission de Don Fernando. Pendant que le commandant passait l'appel, un officier nous a emmenés dans une petite pièce pour recueillir nos déclarations officielles. J'ai d'abord déclaré, puis Rosa, puis Ravière. Tout était écrit sur papier officiel, avec cachet et signature. Quand nous avons fini, 3 heures s'étaient déjà écoulées. Le commandant revint avec un visage sérieux. Aurelio, j'ai parlé avec le médecin qui soigne Don Fernando. Il confirme être arrivé avec des symptômes d'empoisonnement. Ils ont déjà prélevé du sang pour analyse. Comment ça se passe? Stable, mais sérieux. Il a un système nerveux affecté. Le médecin dit qu'il s'agissait d'une très forte dose d'un sédatif. Une boule s'est formée dans ma gorge. Don Fernando était un homme bon, travailleur, honnête et maintenant il était à l'hôpital à cause de mon fils. Et Miguel, est-ce qu'ils l'ont déjà amené? C'est là que réside le problème. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, il n'était pas là. Des voisins disent avoir vu son camion partir vers 18 heures, très vite. Il s'est enfui. Cela semble être le cas, mais nous avons déjà sa description et les plaques d'immatriculation de son camion. Cela n'ira pas loin. Rosa m'a attrapé le bras. Papa, si Miguel s'est enfui, c'est parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Bien sûr qu'il le sait. C'est pourquoi il s'est enfui. Le commandant était assis devant nous. Aurelio, ça a déjà tout changé. Il ne s'agit plus seulement de tentative d'homicide, mais désormais aussi d'évasion. Cela va devenir plus sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que lorsque nous l'attraperons, il ne s'en sortira pas facilement. Un juge n'accordera pas de libération conditionnelle à quelqu'un qui a déjà fui une fois. Mieux, dit Ravière, pour qu'il ne puisse plus essayer de blesser papa. Et Patricia est le médecin. Ai-je demandé? J'ai déjà envoyé une patrouille pour eux aussi. Nous retrouvons Patricia chez elle ou à l'hôpital où elle travaille. Nous recherchons le médecin de la clinique où il travaille. C'est alors que l'agent Hernandez est entré, en sueur et agité. Commandant, nous avons trouvé Patricia Vasquez chez elle. Il est dehors dans la voiture de patrouille. Et le médecin n'est pas à la clinique. Ses collègues disent qu'il est parti tôt et n'est pas revenu. Encore un qui s'est échappé. Amenez-moi Patricia. 5 minutes plus tard, ils sont entrés avec Patricia menottée. Elle était pâle, effrayée et pleurait. Quand il m'a vu, il a baissé les yeux. Patricia Vasquez, le commandant lui a dit. Elle est accusée de complot en vue de tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence et d'avoir un avocat. Je ne voulais rien faire de mal, murmura Patricia. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Je lui ai demandé. Patricia m'a regardé avec les larmes aux yeux. Don Aurelio, Miguel m'a dit que tu souffrais beaucoup, que tu voulais mourir, que c'était un acte d'amour d'aider un menteur, lui cria Rosa. Mon père n'a jamais dit qu'il voulait mourir. C'est vrai, insista Patricia. Miguel m'a dit plusieurs fois que tu pleurais pour ta femme, que tu ne mangeais pas bien, que tu étais déprimé. Même si c'était vrai, le commandant est intervenu. Cela ne justifie pas de l'empoisonner. Si un malade veut mourir, il se suicide. Lui seul. Il n'a pas besoin d'aide. Et où est Miguel? J'ai demandé à Patricia. Je ne sais pas. Quand tu as quitté la maison, Miguel est devenu fou. Il a dit que nous devions écouter, qu'ils allaient nous mettre en prison. Je lui ai dit non, que nous ferions mieux d'en assumer les conséquences. Mais il a attrapé sa valise et est parti. Où est-il allé? Il ne me l'a pas dit, il a juste dit qu'il devait disparaître pendant un moment. Le commandant la regarda. Patricia, si vous collaborez avec nous, le juge en tiendra compte. Si vous nous dites où se trouve Miguel, les choses seront peut-être plus faciles pour vous. Patricia resta silencieuse un moment en pensant. Miguel a un cousin à Tijuana. Il s'appelle Roberto, mais on l'appelle Tchèque. Il habite dans le quartier Libertad. Miguel a toujours dit que si un jour il avait des problèmes, il irait avec le Tchèque. Vous avez l'adresse exacte, n'est-ce pas?
mais je sais qu'il travaille dans un atelier de mécanique appelé El Guerrero. C'est sur l'avenue Révolution. Le commandant a tout écrit dans son cahier. Agent Hernandez, contactez la police de Tijuana et demandez-leur de rechercher Miguel Mendoza dans cette zone. Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? A demandé Patricia. Vous êtes arrêté. Demain, nous le présenterons. Devant le juge. Lorsqu'ils ont emmené Patricia menottée, je suis resté assis là à observer tous les mouvements au commandement. La police va et vient, les téléphones sonnent, les machines à écrire font du bruit. Tout cela à cause de mon fils. Papa, m'a dit Rosa, rentrons à la maison. Nous avons déjà fait ce que nous devions faire. Oui, a ajouté Ravière. Demain, nous continuons avec cela. Je me suis levé de la chaise. Commandant, allez-vous me prévenir quand ils auront trouvé Miguel? Bien sûr, Aurelio. Et ne vous inquiétez pas, nous le trouverons. Ceux qui s'enfuient font toujours des erreurs. Quand nous avons quitté le quartier général, il faisait déjà nuit. Guadalajara avait l'air différente, comme si elle avait changé pendant ces heures que nous avons passées à l'intérieur. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé. Il n'était plus le même homme qui s'était réveillé ce matin-là en attendant un message d'anniversaire. C'était désormais un homme qui avait dénoncé son propre fils pour tentative de meurtre. 2 jours plus tard, le commandant Rodriguez m'a appelé tôt le matin. Sa voix était sérieuse, officielle, comme lorsqu'il doit annoncer une nouvelle importante. Aurelio, ils ont déjà amené Miguel de Tijuana. Il est ici au quartier général. Voulez-vous venir le voir? Je restai silencieux un moment, le téléphone à la main. Je voulais le voir. Une partie de moi était curieuse de savoir à quoi ressemblait son visage maintenant. Après avoir été arrêté en tant que criminel de droit commun, une autre partie de moi n'a plus jamais voulu le revoir de ma vie. Oui, commandant, j'y vais. Viens seul, Aurelio. C'est mieux. Quand je suis arrivé au quartier général, l'ambiance était différente de l'autre jour. Il y avait plus de mouvement, plus de policiers, plus de prisonniers. Le commandant m'attendait dans son bureau avec un visage sérieux. « Comment vas-tu » lui ai-je demandé, même si, honnêtement, je ne savais pas si la réponse m'importait. « Mauvais, très mauvais. Il n'a pas mangé depuis qu'ils l'ont amené. Il n'a pas dormi. Il n'arrête pas de pleurer et de dire qu'il veut vous parler. Avec moi? Pourquoi? Je ne sais pas. Il dit qu'il a des choses importantes à vous dire. » Je me suis assis sur la chaise devant le bureau du commandant et le docteur Ramirez a parlé. Il nous a tout dit. Comment Patricia a obtenu le pentobarbital de l'hôpital où elle travaille, comment Miguel a contacté pour lui demander des doses mortelles, comment ils ont planifié toute l'opération pendant des semaines. En bonne santé? Oui, Aurelio. Ce n'est pas quelque chose qui leur est venu à l'esprit du jour au lendemain. Il l'avait prévu depuis plus d'1 mois. Cela m'a fait plus mal que tout ce que j'ai jamais entendu. Miguel n'avait pas agi par impulsion, par désespoir, par moment de folie. J'avais planifié ma mort depuis des semaines. J'avais pensé à me suicider tous les jours pendant 1 mois entier. Et quoi d'autre? Le médecin a dit que l'idée originale de Miguel était de faire croire que vous aviez eu une crise cardiaque pendant que vous dormiez. Mais Patricia lui a dit que c'était très risqué, que les médecins légistes pourraient trouver des preuves. Ils ont donc décidé d'utiliser l'intoxication alcoolique pour faire croire à un accident. Et combien d'argent espérait-il en tirer? Selon le docteur Miguel, il vous a dit que vous aviez économisé environ 200 000 pesos en plus de la valeur de votre maison. Réparti entre les 3 enfants, il hériterait d'environ 150 000 pesos. 150 000 pesos. Il allait me tuer pour ça. Apparemment, Miguel a de très grosses dettes. Il doit de l'argent à beaucoup de gens. Son entreprise est en faillite depuis des mois. Pourquoi ne m'a-t-il jamais demandé de l'aide? S'il avait besoin d'argent, je lui aurais prêté, car ainsi il n'aurait pas tout l'argent, seulement une partie. Et de plus, selon le médecin, Patricia l'a convaincu qu'il valait mieux régler le problème à la racine. Je suis resté silencieux en traitant toutes ces informations. Mon fils avait calculé ma mort comme une opération commerciale. J'avais mis ma vie à prix, 150 000 pesos. Voulez-vous le voir? M'a demandé le commandant. Oui, je veux entendre ce que tu as à me dire. D'accord, mais nous allons devoir le faire dans la salle d'interrogatoire en présence d'un officier. Pas de problème. Le commandant a appelé un officier et m'a conduit dans un long couloir jusqu'à une petite pièce au mur gris, une table en métal au centre. Attends-moi ici. Nous l'apporterons dans 5 minutes. Je me suis assis sur une chaise inconfortable et j'ai attendu. Mon cœur battait vite, non pas à cause des nerfs, mais à cause du courage. J'avais beaucoup de choses à dire à Miguel, beaucoup de questions à lui poser. Quand ils ont ouvert la porte, je ne l'ai presque pas reconnu. Miguel avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Il avait une longue barbe,
de profonds cernes sous les yeux. Ses vêtements étaient froissés et il marchait comme si tout son corps était lourd. Il est venu menotté et accompagné de 2 policiers. « Papa » murmura-t-elle en me voyant et elle commença à pleurer. « Asseyez-vous » dis-je sans aucune émotion dans la voix. Il était assis devant moi, pleurant toujours. Les agents se tenaient près de la porte. « Papa, je ne sais pas comment t'expliquer. Ne m'explique rien. Miguel, réponds juste à ce que je t'ai demandé. D'accord? Première question. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de dettes. Papa, l'entreprise est en faillite. Je dois de l'argent à beaucoup de gens. Combien dois-tu? 250 000 pesos. Et c'est pour ça que tu allais me tuer? Miguel n'arrêtait pas de pleurer. Ce n'était pas seulement à cause de ça. Papa, Patricia m'a dit que tu n'étais plus heureuse, que tu souffrais beaucoup depuis la mort de cette maman, que c'était un acte d'amour pour t'aider à te reposer. Mentir? J'ai crié en me levant de la chaise. Je ne t'ai jamais dit que je voulais mourir. Mais tu avais l'air triste. Papa, tous les vieux sont tristes. Miguel, cela ne veut pas dire qu'ils veulent mourir. Je me rassis, respirant profondément pour me contrôler. Deuxième question. Combien de temps l'avez-vous prévu? Environ 6 semaines. 6 semaines à réfléchir à comment me suicider. Oui, et pendant ces 6 semaines, il ne vous est jamais venu à l'esprit de me parler, de me demander de l'aide, de me dire que vous aviez des problèmes. Oui, ça m'est venu à l'esprit, mais Patricia a dit que tu n'allais pas comprendre, que tu allais penser que j'étais un raté. Miguel, j'ai travaillé pendant 40 ans comme soudeur. Pensez-vous que je ne comprends pas ce que sont les dettes et les problèmes d'argent? Mais il y avait beaucoup de dettes. Papa, je me fiche de savoir combien il y en avait. Nous aurions pu les résoudre ensemble, mais tu as préféré me tuer. Miguel pleurait plus fort maintenant. Pardonne-moi. Papa, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas te pardonner, Miguel, et je vais te dire pourquoi. Je me suis levé et j'ai fait le tour de la table jusqu'à me tenir derrière lui. Je ne vais pas te pardonner parce que Don Fernando est à l'hôpital. À cause de vous, il aura des problèmes de santé à vie. À cause de toi. Je ne voulais pas de Don Fernando. Je me fiche de ce que tu voulais. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. Je suis retourné à ma chaise. Je ne vais pas te pardonner parce que lorsque je t'ai confronté chez toi, tu n'as montré aucun remords, seulement de la panique parce que tu avais été attrapé. Oui, j'étais désolé. Papa, non, Miguel. Le regret, c'est quand vous reconnaissez que vous avez fait quelque chose de mal et que vous voulez réparer. La panique, c'est quand vous vous inquiétez uniquement parce que vous allez être puni. Vous avez raison. Et surtout, je ne te pardonnerai pas car lorsque tu as eu l'occasion de faire face à ce que tu as fait en tant qu'homme, tu as préféré fuir comme un lâche. Miguel resta silencieux. Sais-tu ce qui me fait le plus mal dans tout ça, Miguel? Quoi? Que pendant 42 ans j'ai cru que tu étais mon fils, que j'avais élevé un homme bon, travailleur et honnête, que mon travail de père en valait la peine. Je suis ton fils. Papa, non, tu n'es pas mon fils. Mon fils ne m'aurait jamais fait ça. Mon fils m'aurait demandé de l'aide avant de tenter de me tuer. Mon fils aurait fait face à ses erreurs en tant qu'homme. Il ne se serait pas échappé en tant que voleur. Papa, s'il te plaît, la personne assise devant moi est un étranger, un criminel, un lâche. Mais ce n'est pas mon fils. Miguel se leva, désespéré. Papa, je suis ton fils. Je m'appelle Miguel, celui qui t'a aidé dans l'atelier quand j'étais enfant. Celui qui jouait au foot avec toi dans la cour. Cet enfant est mort. Miguel, tu l'as tué quand tu as décidé de m'empoisonner. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Et voici la preuve. Quand j'étais enfant et que je faisais quelque chose de mal, mon père me punissait, mais ensuite il me pardonnait parce qu'il savait que j'avais retenu la leçon. Mais tu n'es pas mon enfant. Vous êtes un criminel adulte qui savait exactement ce qu'il faisait. Et les criminels ne vont pas voir leur père quand ils ont des problèmes. Ils vont en prison. Miguel se laissa tomber sur la chaise. Vaincu. Que va-t-il m'arriver? Papa? Je ne sais pas, Miguel, et ce n'est plus mon problème. Allez-vous assister à mon procès? Je vais témoigner contre vous pour que le juge sache exactement ce que vous avez fait et vous punisse comme vous le méritez. Et puis, plus tard, tu passes ton chemin et je vais le mien comme des étrangers. Je me levai de la chaise et me dirigeai vers la porte. Papa, attends. Je me suis retourné une dernière fois. Ne m'appelle plus papa, Miguel. Tu n'as plus de père. Et j'ai quitté la pièce sans me retourner. 3 mois plus tard, le jour du procès arrivait. Le tribunal était plein de gens que je ne connaissais pas, des journalistes, des curieux, des étudiants en droit venus voir une affaire d'empoisonnement familial. La famille de Don Fernando était également présente, Lupita,
ses frères et sœurs et don Fernando lui-même en fauteuil roulant, car il ne pouvait toujours pas bien marcher à cause des dommages causés par le pentobarbital. Je suis arrivé tôt, vêtu de mon plus beau costume, le même que celui que j'avais porté pour les funérailles d'Esperanza. Rosa et Javier m'accompagnaient, assis sur les banquettes du fond pour me soutenir. Le procureur, un homme jeune mais sérieux nommé M. Herrera, m'avait expliqué quelques jours auparavant que mon témoignage allait être essentiel pour que Miguel reçoive la peine maximale. Don Aurelio me l'avait dit dans son bureau. Tu n'es pas seulement la victime, tu es aussi le témoin principal. Votre déclaration pourrait faire la différence entre 10 et 20 ans de prison pour votre fils. Et quelle est la différence? Je lui avais demandé. 10 ans si le juge estime qu'il existe des circonstances atténuantes liées au fait d'être familial. 20 ans et il est prouvé que c'était une préméditation avec trahison et avantage. Et que faut-il pour le prouver? Pouvez-vous affirmer très clairement que Miguel a tout planifié, qu'il a abusé de votre confiance en tant que fils et qu'il n'a montré aucun réel remords? C'est exactement ce que je vais déclarer, monsieur. Maintenant, j'étais là, attendant que mon nom soit appelé, regardant Miguel être amené au palais de justice menotté. Il avait l'air pire que la dernière fois que je l'avais vu au quartier général. Plus mince, plus pâle, plus vaincu. Son avocat, un gros type à l'air nerveux, lui murmurait des choses à l'oreille pendant qu'il feuilletait des papiers. Patricia était également présente à la table des accusés avec le docteur Ramirez. Elle a pleuré silencieusement. Le médecin a regardé par terre et Miguel n'arrêtait pas de se tourner vers moi comme s'il s'attendait à ce qu'à un moment donné je lui souris, que j'allais lui donner un signe qu'il y avait encore un espoir de pardon. Il n'y en avait pas. L'État appelle M. Aurelio Mendoza à témoigner, a annoncé le greffier. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la barre. J'ai posé ma main droite sur la Bible que le secrétaire me tendait et j'ai juré de dire la vérité. Lorsque j'étais assis sur la chaise des témoins, je pouvais regarder Miguel directement dans les yeux. Pour la première fois depuis des mois, il ne détourna pas le regard. « Monsieur Mendoza, le procureur a commencé. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le matin du 15 mars, votre anniversaire? Je vous ai tout dit. De l'arrivée de Miguel avec la bouteille. De tequila à la visite de Fernando, de Miguel S. Desperate Call à la confrontation de sa maison. Miguel que vous vouliez mourir? En mi vida le di Jésus a ninguno de mi hijo. Estaba deprimido después de la muerte de su esposa. Estaba triste, como cualquier persona que pierde se compagnera de 45 años, pero triste no significa que uno se quiera morir. Le había pedido Miguel ayuda económica en de intentar envenenarlo. Neca, si moi hubiera pedido ayuda, yo se la habría dado. Pour cela, c'est les pères. La fiscalité a fait l'objet de questions pendant 1 heure plus tard. Pregunta sur les 2 dates de Miguel, sur le plan, sur la préméditation, sur la fuite. J'ai répondu à tout avec la vérité, sans exagérer, mais aussi sans rien cacher. Quand ce fut le tour de l'avocat de la défense, il se leva avec l'air de quelqu'un qui allait donner le meilleur de lui-même. « Monsieur Mendoza, est-il vrai que vous viviez seul et que parfois vous vous sentiez abandonné? Je vivais seul parce que je voulais vivre seul. Mes enfants me rendaient souvent visite, mais ce n'est pas vrai que parfois il pleurait à cause de la mort de sa femme. Bien sûr il pleurait. Vous n'avez jamais perdu quelqu'un d'important, Monsieur Mendoza. Ne considérez-vous pas que Miguel a agi par amour incompris? » Je restai un moment silencieux en regardant l'avocat, puis Miguel, puis le juge. « Diplômé, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est l'amour et ce qui n'est pas. L'amour, c'est quand votre enfant vient vous rendre visite même s'il est fatigué. L'amour, c'est quand votre enfant vous demande comment vous allez et se soucie vraiment de la réponse. L'amour, c'est lorsque votre enfant vous apporte des médicaments lorsque vous êtes malade ou vous accompagne chez le médecin ou s'assoit avec vous pour regarder la télévision même s'il s'ennuie. » Je me suis arrêté pour respirer. Ce que Miguel a fait, ce n'était pas de l'amour. Miguel ne m'a pas demandé comment je me sentais. Miguel a décidé tout seul que je n'avais plus le droit de vivre. Miguel a calculé combien d'argent il allait gagner grâce à ma mort. Miguel avait prévu de me tuer pendant des semaines sans même essayer de me parler. Ce n'est pas de l'amour, monsieur, c'est de l'avidité. Mais il n'éprouve aucune compassion pour Miguel. C'est ton fils. C'était mon fils. Je l'ai corrigé. Ce n'est plus le cas. Et non, je ne me sens pas désolé pour lui. Comment peux-tu dire ça? Savez-vous pourquoi je ne me sens pas désolé pour lui, monsieur? Parce qu'il y a don Fernando en fauteuil roulant à cause de Miguel. Parce que don Fernando va avoir des problèmes de santé à vie à cause de Miguel. Parce que Miguel ne voulait pas seulement me tuer, mais il a blessé une personne innocente. J'ai montré où se trouvait don Fernando. Ma compassion va à lui, pas au criminel qui a causé tous ces dégâts. Il n'y a donc aucune possibilité de pardon. Non,
Même si Miguel se repent, Miguel avait 3 mois pour faire preuve d'un véritable repentir. La seule chose qu'il a fait, c'est pleurer parce qu'ils l'ont attrapé. Ce n'est pas un regret, monsieur. C'est de l'apitoiement sur soi. L'avocat de la défense a continué à insister pendant encore une demi-heure, essayant de me faire passer pour un père cruel qui ne pardonne pas à son fils. Mais j'ai maintenu ma position. Miguel n'était plus mon fils, c'était un criminel et il méritait de payer pour ce qu'il avait fait. Quand j'ai fini de témoigner, Don Fernando s'est levé pour témoigner. Il avait besoin d'aide pour marcher. Sa langue était coincée lorsqu'il parlait et ses mains tremblaient. Chaque mot qu'il prononçait était une preuve supplémentaire de ce que Miguel avait causé. J'étais mécanicien, a déclaré Don Fernando d'une voix brisée. J'ai travaillé avec mes mains. Maintenant, je ne peux même plus tenir une clé. Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? Miguel a pleuré en écoutant le témoignage de Don Fernando, mais il était trop tard pour pleurer. Patricia et le docteur Ramirez ont ensuite témoigné. Patricia a continué à insister sur le fait que c'était par amour que Miguel lui avait dit que je souffrais beaucoup. Le médecin a tout avoué, mais a demandé grâce pour avoir coopéré avec la justice. Finalement, Miguel est venu à la barre. Son avocat l'avait bien préparé. Il a demandé pardon. Il a dit qu'il le regrettait, que cela avait été une terrible erreur, qu'il n'avait jamais voulu blesser Don Fernando. « Monsieur le juge, dit-il d'une voix tremblante, j'aimais beaucoup mon père. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, je voulais juste l'aider à se reposer. » Lorsque le procureur lui a demandé pourquoi il s'était enfui s'il le regrettait vraiment, Miguel est resté silencieux. Pourquoi n'a-t-il pas fait face aux conséquences de ses actes comme un homme? Le procureur a insisté. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Peur de quoi? De la prison. Mais il n'avait pas peur de tuer son père. Miguel n'a pas pu répondre à cette question. En fin de compte, le juge dio un réseau de 2 horas para délibrar. Rosa Ravieri o salimo del juzgado y fuimos a comer a una fonda cercana, pero ninguno tenía hambre. Solo tomamos café y esperamos. ¿Cree que le den los ventanos? Moi pregunto Ravier. Non sé, mi yo, pero espero que sí. Y si le dan meno, entonces vamos a hablar? Vamos a seguir peleando hasta que pague lo que debe. Rosa me agarró la mano. Papa, de verdad ya no siento nada por Miguel? Moi que dépensando un instant. Bonne question. Je me sens triste pour l'enfant que j'étais. Je ressens la colère pour l'homme qu'il est devenu. Mais l'amour, non. Je ne ressens plus d'amour pour lui. Lorsque nous sommes revenus au tribunal, le juge avait déjà la sentence prête. La pièce entière se tut lorsqu'il commença à parler. Le juge Martinez était un homme plus âgé, aux cheveux gris et aux lunettes épaisses, un de ceux qui ont tout vu au cours de leurs années de carrière. Lorsqu'il commença à lire la phrase, sa voix était ferme et claire, sans émotion, comme devrait l'être la justice. Dans le cas de l'État contre Miguel Mendoza Vasquez, Patricia Vasquez Hernandez et Ramon Ramirez Soto, ce tribunal est parvenu aux conclusions suivantes. Le silence dans la pièce était total. Seule la voix du juge et le bruit des appareils photographiques des journalistes pouvaient être entendus. Miguel était pâle comme un mort. Patricia a pleuré en silence et le docteur Ramirez a regardé ses mains menottées. Premièrement, il est pleinement démontré que l'accusé a planifié et exécuté une tentative de meurtre contre M. Aurelio Mendoza en utilisant du pentobarbital sodique comme substance. Mortel. Miguel ferma les yeux en entendant ces mots. Deuxièmement, la préméditation est prouvée par les témoignages et les preuves présentées qui démontrent que le plan a été élaboré pendant plus de 6 semaines. Troisièmement, le motif économique est établi par les aveux des accusés eux-mêmes et par les rapports financiers présentés par le ministère public. Quatrièmement, la trahison et l'avantage sont démontrés par le fait que l'accusé Miguel Mendoza a abusé de la confiance filiale pour commettre le crime. Le juge fit une pause, ôta ses lunettes, les nettoya et les remit. Cinquième, comme circonstance aggravante supplémentaire, la tentative d'homicide a causé un préjudice grave à un tiers innocent, M. Fernando Vasquez, qui souffre de conséquences neurologiques permanentes à la suite de l'empoisonnement. Don Fernando, depuis son fauteuil roulant, hocha légèrement la tête. Par conséquent, ce tribunal a dicté la phrase suivante. Tout le joueur était incliné vers l'espoir. Miguel Mendoza Vasquez, coupable d'intention d'homicide qualificado en qualité d'auteur intellectuel et matériel. Sentencia 22. Anno de prison sin posibilidad de libertad condicional en de cumplir 15 annos efectivo. Miguel se derrambó en su silla. Su abogado le puso la mano en el hombro, pero él solo lo raba como a Nino. Patricia Vasquez Hernandez, coupable de intenciono de homicidio calificado en grado de complice.
Sentencia a 15 anos de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 10 anos efectivos. Patricia gritó y se desplomó sobre la mesa. Su familiar, que estaban las bancadas atrás también empezaron a llorar. Ramón Ramírez Soto, coupable de intencional de homicidio calificado en grado de cómplice y proporcionamiento de información especializada para la comisión del delito. Sentencia a 12 anos de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Antes de cumplir 8 anos efectivos, el doctor solo movió la cabeza como si hubiera estado esperando esa sentencia. Adicionalmente, continuó el juez, los tres acusados deberán pagar de manera solidaria una indemnización de 500,000 pesos al senador Fernando Vázquez por los daños causados a su salud y capacidad laboral. Yo me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de escuchar. 22 años. Miguel tenía 42 años. Cuando saliera de la cárcel, iba a tener 64. Ya iba a ser un viejo. ¿Es algo que los acusados quieren decir antes de que se levante esta sesión? Preguntó el juez. El doctor Y. Patricia dijeron que no, pero Miguel se paró con lágrimas corriendo por su mejilla. Señor juez, solo quiero pedir perdón a mi papá y decir que todo esto fue culpa mía, que Patricia y el doctor solo me ayudaron porque yo los convencí. El juez lo miró con seriedad. Señor Mendoza, el tiempo para el arrepentimiento era antes de cometer el delito, no después de ser sentenciado. Miguel volteó a verme. Papá, ¿me perdona? Todo el juzgado se quedó en silencio esperando mi respuesta. Los periodistas tenían las cámaras listas, los curiosos se estiraban para ver mejor. Hasta el juez parecía interesado en lo que yo iba a decir. Me paré lentamente de mi asiento. Caminé hacia el frente del juzgado hasta quedar cerca de la mesa de los acusados. Miguel me miraba con ojos suplicantes como cuando era niño y había roto algo. Esperaba que yo no me enojara. Miguel, le dije con voz clara para que todos escucharan. Yo crié a tres hijos, a Rosa, a Javier y a un niño que se llamaba Miguel. Ese niño era bueno, trabajador, respetuoso. Ese niño me ayudaba en el taller. Jugaba conmigo, me decía que me quería. Hice una posa, pero ese niño murió a 3 meses cuando decidió envenenarme. La persona que está parada frente a mí no es mi hijo. Es un criminal que decidió usar mi amor de padre para matarme. Miguel se lo zaba. Así que no te perdono, no porque si cruel, sino porque el perdón es para los hijos y tú ya no eres mi hijo. Papá, por favor, ya no me diga papá, no tiene derecho. Me di la vuelta y regresé a mi asiento. Miguel gritó mi nombre varias veces, pero yo no volteé. El juez golpeó con su martillo. Se levanta la sesión. Los policías se levaron a Miguel, Patricia y el doctor esposado. Miguel siguió gritando mi nombre hasta que desapareció por la puerta del fondo del juzgado. Fue la última vez que él aussi. Afuera del juzgado, los periodistas me rodearon con su micrófono y su cámara. ¿Cómo se siente con la sentencia? ¿Se siente satisfecho? ¿Alguien ya perdonará a su hijo? Me siento satisfecho porque se hizo justicia. Le dije. Don Fernando va a recibir una indemnización que él va a ayudar con su gasto médico. Los criminales van a pagar por lo que hicieron. Eso es lo que tenía que pasar. Pero, ¿no siento tristeza por su hijo? Siento tristeza por el hijo que perdí hace 3 meses. Pero ese joven que se levaron esposado no era mi hijo. Nunca él lo va a perdonar. Nunca. Y si sale de la cárcel arrepentido, cuando salga de la cárcel, yo ya voy a estar muerto. Tengo 63 años. En 22 años voy a tener 95 siècles legaux, así que no va a tener oportunidad de pedir un perdón otra vez. Una periodista joven me preguntó, ¿qué le diría a otro padre que estén pasando por situación similar? Me quedé pensando un momento. Le diría que ser padre no significa permitir que tu hijo te falten al respeto, que el amor de padre tiene límite y que cuando un hijo cruza ese límite, deja de ser hijo. ¿Cuáles son esos límites? Cualquier padre sabe cuáles son esos límites. Intentar matar definitivamente los cruza. Después de la entrevista, Rosa, Javier y yo fuimos a comer a un restaurante tranquilo. Ninguno de los tres sabía muy bien cómo sentirse. Era una mezcla de alivio, tristeza, satisfacción y vacío. ¿De verdad nunca él lo va a perdonar? Me preguntó Rosa. ¿De verdad? ¿On se arrepienta? Rosa, mi hija, déjame explicarte algo. El arrepentimiento no borra lo que se hizo. Miguel puede arrepentirse todo lo que quiera en la cárcel, pero don Fernando va a seguir en silla de ruedas.
Miguel puede lograr durante 22 años, pero yo voy a seguir sabiendo que mi propio hijo quiso matarme. Javier asintió. Tien razón, papá. Es cosa que no se perdonan. Exacto. Y esta es una de esas cosas. Rosa me agarró la mano. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vamos a seguir con nuestra vida. Don Fernando va a tener dinero para su tratamiento médico. Los criminales van a estar en la cárcel donde deben estar y nosotros vamos a ser una familia de 3 personas. No de 4. ¿Te duele? Me preguntó Rosa. Me duele haber perdido al hijo que creí que tenía. Pero no me duele haber perdido al criminal en que se convirtió. Cuando llegamos a mi casa esa tarde, me senté en el patio a ver mi planta de tomate. Era un día bonito, con sol, pero no mucho calor. Me hice un café y me quedé ahí pensando en todo lo que había pasado en estos 3 meses. Había empezado siendo un hombre de 63 años esperando felicitación de cumpleaños. Ahora era un hombre de 63 años que había mandado a su hijo a la cárcel por 22 años. Me arrepentía, no había hecho lo correcto. A veces hace lo correcto duele, pero sigue siendo lo correcto. Se fueron. Era don Fernando. Don Aurelio quería dar las gracias. ¿Por qué, don Fernando? Por tener el valor de hacer lo que hizo. Por no dejarse llevar por el sentimentalismo, por hacer que se hiciera justicia. No tiene nada que agradecer, don Fernando. Sí, tengo que agradecer. Usted me enseñó que la familia no es excusa para el crimen, que los padres también tienen derecho a defender de su hijo cuando es necesario. Después de colgar, me quedé ahí sentado hasta que se hizo de noche. Era el final de una historia que había empezado con una botella de tequila envenenada y había terminado con 22 años de cárcel. Y por primera vez en 3 meses dormí tranquilo. Un año después del juicio, me desperté otra vez en 15 de marzo, mi cumpleaños número 74. Pero esta vez fue diferente. Rosa llegó temprano con su nieto. Javier vino con su esposa y hasta don Fernando apareció caminando con bastón, pero caminando. Había mejorado mucho con las terapias que pagamos con el dinero de la indemnización. Desayunamos en el patio de mi casa bajo la sombra del árbol de aguacate que planté hace 20 años. Los nietos corrían entre las plantas de tomate. Don Fernando platicaba con Javier sobre carro y Rosa preparaba un pastel en la cocina. Era lo que debe ser un cumpleaños. Familia verdadera compartiendo momentos buenos. Don Aurelio, me dijo. Don Fernando, ¿sabe qué día es hoy? Mi cumpleaños. Sí, pero también es el día que usted me salvó la vida. ¿Cómo que le salvé la vida? Si usted se hubiera tomado esa tequila en lugar de dármela a mí, usted estaría muerto. Pero también si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a Miguel, él habría intentado matarlo otra vez. Usted nos salvó la vida a los dos. Era cierto.